Ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. C'est très certainement l'image, la phrase qui vous vient en tête quand on prononce le nom de Marie-Antoinette, parce que c'est l'image, que les gens ont gardée, de ce personnage historique, c'est-à-dire, d'une reine hautaine, déconnectée de la réalité, superficielle, dépensière, madame, Déficit, qui se fiche et qui même se moque de son peuple. Le truc, c'est qu'elle n'a jamais dit ça. Vraiment, c'est une phrase qui date, de bien avant, en fait, de Rousseau, je ne sais plus dans quel livre, mais bref, elle ne l'a pas du tout prononcée et bah, c'est pas non plus une phrase qui colle vraiment à la réalité. Alors si jamais vous voulez en apprendre plus sur, Marie-Antoinette, sur la réalité de ce personnage historique, eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo qui sera très certainement assez longue et qui pourtant, ne se veut pas une biographie entière de Marie-Antoinette. Voilà, je vais tout vous expliquer. En fait, ici, je vous propose plutôt, de revoir et de revenir sur, les idées reçues, les préjugés qu'on peut avoir sur Marie-Antoinette et qui ne sont, pour la plupart du temps, en fait, même pas vrais. Voilà. Et c'est aussi une vidéo qui va me permettre de, revenir sur, ce qu'est l'histoire et la façon d'écrire, et de lire de l'histoire. Voilà, alors je précise aussi que c'est une vidéo que je fais totalement en amateur, je suis simplement passionnée de Marie-Antoinette depuis, des années maintenant, je dirais peut-être 5 ans. Donc j'ai pas mal lu sur le sujet, vous imaginez bien. Déjà, j'avais envie de vous, partager cette passion parce que j'en ai déjà parlé sur TikTok, mais sur YouTube, pas tellement. Parce que aussi j'en ai marre en fait de voir que des bullshit sur le sujet partout. Et je vous assure, voilà, je ne suis pas fanatique, donc prenez moins la peine, d'écouter l'introduction de ma vidéo avant de laisser un commentaire de haters. Je ne suis pas royaliste, d'accord? Voilà, en fait, Marie-Antoinette, comme beaucoup de personnages historiques, c'est un personnage qui est très très mal connu. Et ça vient justement à s'interroger sur comment parler d'histoire. Alors on va commencer par la base, mais donc l'histoire c'est une discipline scientifique qui fait partie des sciences humaines, donc pas des sciences dures, mais qui est quand même une science humaine, donc c'est quelque chose de sérieux, et il n'est pas question de la modeler comme on le souhaite, de la même façon que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec les langues, avec la sociologie. Voilà, c'est une discipline sérieuse qui implique des réflexions rigoureuses. Voilà, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça et dire bon bah Napoléon agissait comme ça, Marie-Antoinette faisait ça, Louis XIV a dit ça, au Moyen Âge les gens pensaient ça et ça fonctionnait comme ça. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Et donc, comme les autres disciplines scientifiques, c'est une science donc qui n'est pas figée. Il faut se mettre à jour. Quand on lit l'histoire, on ne peut pas se baser sur des travaux qui datent du 19e siècle et penser que c'est bon puisque tel auteur, tel historien a dit ça à tel moment, c'est forcément vrai, c'était la vérité sur telle époque, sur tel personnage. Pas du tout. En fait, l'archéologie et l'histoire, ce sont des disciplines qui fonctionnent notamment avec cette richesse construite par le questionnement bah, des différents chercheurs. On va soumettre des hypothèses, on va s'interroger sur tel fonctionnement, tel objet, tel événement. On va soumettre donc des hypothèses, des potentielles réponses à partir de ce qu'on peut avoir dans l'état actuel de la recherche, qui va parfois être démenti. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas, des décennies ou des années après, même des siècles plus tard, on va découvrir d'autres éléments qui nous montraient que, ok, telle hypothèse, c'était pas possible en fait, mais au contraire, peut-être que cet élément peut effectivement nous faire nous intéresser à telle piste. Voilà, c'est pour ça qu'il est mieux quand vous lisez, de l'histoire, de vous baser le plus possible sur des travaux, récents si possible. En tout cas, ne pas se baser par exemple juste sur des travaux, du 19e siècle, de Michelet. Alors je précise, que je parle autant là comme ça des historiens, pseudo-historiens plutôt, du 19e siècle parce qu'au 19e, vous avez vraiment cette création cette volonté de créer un sentiment d'identité nationale et donc cette identité, nationale passe par la création d'une culture commune, qui peut s'ancrer dans un imaginaire, mais un imaginaire construit, c'est-à-dire qui n'est pas forcément, réel historiquement parlant, si on peut dire ça comme ça. La littérature a aussi pu, servir à se créer, cette sorte de mythologie, nationale, mais l'histoire est aussi un très, très grand fond, pour comme ça alimenter des idéologies qui très souvent sont assez vaseuses, hein, on va pas se mentir. Mais donc voilà, pour le moment, il faut garder en tête que l'histoire, ce n'est pas donc un domaine figé, et qu'il ne faut pas se baser par exemple sur un seul historien, sur une seule époque, sur, heu
un seul travail et surtout il faut, se tenir au courant des avancées de la recherche. De la même façon, il ne faut pas lire, de l'histoire en voulant à tout prix défendre une thèse. Parce que sinon, vous allez prendre seulement ce qui vous arrange et donc vous allez pas faire de l'histoire, en fait. Vous allez faire du journalisme, si on peut dire ça comme ça, où vous allez vouloir, prendre les éléments qui vous arrangent, ou bien faire du sensationnel, alors que quand vous faites de l'histoire, vous êtes censé quand même vouloir justement rechercher une réalité historique. Alors évidemment, à la fin de la vidéo et en description, vous retrouverez la biographie hein, de cette vidéo avec des sources, etc. Mais pour toutes ces questions d'historiographie que je vais continuer à aborder juste après, et sur la façon d'écrire ou de lire de l'histoire, je vous conseille aussi un livre qui est très très chouette, qui est Comment faire tenir toute la Grèce antique dans un ascenseur de Théodore Papakostas. Voilà, qui est un livre, je sais pas, qui fait à peu près 300 pages, et qui traite de plein de choses, hein, entre autres, mais donc aussi de ces questions de parler de l'histoire, la conception de l'histoire. Et il dit par exemple à la page 216, l'histoire n'a besoin ni de gloire ni d'honneur, c'est une approche qui nous conduit sur des chemins dangereux, je préfère la connaissance et la familiarité. Ensuite, il est intéressant de se demander si oui ou non on peut donc trouver une histoire ou l'écriture d'une histoire qui soit totalement neutre. Alors, si le sujet précisément vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo L'histoire peut-elle être neutre de d'Istoni, voilà, et il a même une playlist entière sur l'historiographie qui est extrêmement intéressante, voilà, que je vous recommande absolument. Alors, l'historiographie, c'est l'histoire, l'histoire de la façon dont on a écrit l'histoire. En fait, qu'on le veuille ou non, il est assez difficile d'écrire une histoire qui soit complètement neutre. Mais il est évidemment possible de trouver des travaux qui ne soient pas écrits à des fins expressément politiques. Vous voyez, il n'y a pas que des émours. Ce à quoi il faut faire attention, c'est ne pas se faire une idée déformée de l'histoire, ou du moins avoir conscience de ses biais de lecture, si on peut dire ça comme ça. Ce que j'appelle par déformation de l'histoire, ça va par exemple juste être se concentrer sur des grands noms. Ça va être généraliser des propos, retirer une nuance qui est très importante en histoire, mais qu'on ne peut évidemment pas toujours avoir. Je pense notamment aux cours d'histoire en primaire, en secondaire, où les professeurs sont obligés de généraliser parce que déjà ils n'ont pas forcément autant de connaissances aussi diffuses que ça en histoire. Et en plus, il n'est pas possible de faire retenir à des élèves qui vont avoir, je sais pas, entre 6 et 18 ans, autant de dates que de noms, que de théories, que de modes de vie. Enfin, en fait, c'est pas possible, même en fait, d'étudier toute l'histoire dans sa nuance. En une vie, c'est impossible. Il faut aussi accepter ces failles humaines, c'est-à-dire qu'en fait, même si on souhaitait dédier notre vie à la connaissance de l'histoire, on ne pourrait pas tout connaître dans les détails, avec assez de nuances, etc. Donc vous vous doutez bien qu'à un niveau scolaire avec 2-3 heures d'histoire par semaine, voilà. Et encore, hein, on reste toujours évidemment européocentré et encore très centré sur la France surtout. Et centré sur Paris aussi, mais ça il ne faut pas le dire. Le problème donc c'est qu'on connaît très souvent l'histoire de manière très très générale, de manière très simplifiée. La synthèse peut être intéressante, mais on peut pas dire connaître l'histoire alors qu'on ne connaît que des simplifications de l'histoire. Parce que malheureusement, ça peut amener à des conclusions fausses en fait. Et puis le pire donc, c'est que très souvent, c'est l'imaginaire qui va prendre la place de la connaissance réelle qu'on a de l'histoire. Et voilà, en plus, c'est un imaginaire qui ne va la plupart du temps en fait pas être démenti puisque les gens sortis de l'école ne vont pas forcément s'intéresser vraiment à l'histoire, ou bien ils vont peut-être aimer une ou deux vidéos TikTok de vulgarisation, mais pareil sur les réseaux sociaux le format reste très court. Or la nuance c'est quelque chose qui demande du temps et comment dire, de l'application, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est pour ça que cette vidéo sera très sûrement longue, je m'en excuse, mais seulement à moitié, puisqu'en fait, je ne vois pas l'intérêt à faire, encore une fois, une synthèse, en fait. Et voilà, c'est aussi pour ça que je prends le temps de faire cette introduction, pour essayer de vous expliquer comment je m'intéresse à l'histoire, parce qu'on aurait tendance à se dire, en tant qu'amateur, forcément, du coup, je vais tomber dans la légende noire ou la légende dorée, mais tomber dans ces travers-là, comme le roman national, etc., pour moi, ce n'est pas faire de l'histoire, justement, c'est plutôt tomber dans cet imaginaire dont je viens de vous parler, et qu'il faut éviter. Vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça.
Alors ensuite, l'un des dangers quand on commence à s'intéresser à l'histoire, c'est de ne lire que, dans le sens, du personnage. C'est-à-dire, par exemple, je suis tombée aussi dans ce travers, c'est-à-dire que au début, quand je lisais sur, Marie-Antoinette, donc, bah, globalement, j'allais lire, hem, des auteurs qui appréciaient quand même Marie-Antoinette. Généralement, quand vous faites un travail sur une personnalité, sur une époque, c'est quelque chose qui vous intéresse et donc parfois vous n'allez pas forcément, cacher ou mentir, mais vous allez, occulter certains faits, qui vous arrangent moins. Et en fait, c'est très problématique parce que certes, vous pouvez connaître, certains points, certaines caractéristiques, de cette dite personne ou époque, hem, mais quand on dit connaître quelqu'un, pour moi, il faut être totalement honnête et il faut savoir reconnaître autant les qualités que les défauts de cette personne. Voilà, alors je reprends encore une fois ce comment faire tenir toute la Grèce antique dans un ascenseur, puisque vous allez voir encore une réflexion très intéressante. On a la page 76. Pourquoi l'image que nous nous faisons du passé devrait-elle être irréprochable? Sommes-nous devenus les êtres humains les plus parfaits de la planète? Pourquoi auraient-ils été parfaits en leur temps? Ils avaient d'inévitables défauts humains, mais leur civilisation n'en reste pas moins impressionnante. À chaque époque, sa réalité. Il dit aussi à la fin, c'est pour cela que je te dis qu'il est limitant et injuste de voir le passé de l'humanité comme bon ou mauvais, tout coexistait et tout coexistera toujours. Bref, il ne faut pas oublier que les personnages historiques sont des humains en fait, et que bah, personne n'est parfait, hein, le monde n'est pas manichéen, c'est-à-dire n'est pas tout blanc, tout noir, tout gentil, tout mauvais. Bah, encore une fois, l'obscurité et la lumière coexistent. Vous avez beau être une bonne personne, bah, vous avez aussi des défauts, vous faites aussi des erreurs, parfois vous pouvez aussi faire du mal aux gens. Et les personnages historiques sont tout aussi humains que nous, en fait. Voilà, tout comme les célébrités qu'on peut connaître actuellement, bah, ce sont aussi des humains, en fait, en plus d'être des personnalités publiques. Voilà, donc ce qui fait défaut très souvent quand on parle d'un personnage historique sur Internet, c'est qu'on va soit parler que de la légende noire, par exemple vous dire oui, Marie-Antoinette, c'était une sale bête, ok, ou soit on va vous dire non, mais c'est un martyr et tout, elle n'a rien fait pour mériter ça, nani nanana. Moi, c'est pas ce que je viens faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer le côté humain de ce personnage, de vous faire découvrir des facettes que vous ne connaissez, enfin que vous ne connaissez pardon pas forcément de ce personnage, et de vous montrer ce qui est vrai ou pas dans cette image qu'on a de Marie-Antoinette. Voilà, je pense sincèrement être assez éclairée dans le sens ne pas être dans un fanatisme, ni dans la légende dorée, ni dans la légende noire. Au début, j'ai pu un peu bercer dans cette légende dorée, et il y a eu un moment où je me suis vraiment intéressée à la Révolution française et plus précisément à la Terreur. Et donc forcément, j'ai lu des livres d'historiens spécialisés à ce sujet. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on disait sur Marie-Antoinette qui n'étaient pas totalement vraies, en fait, ou bien qu'il y a certaines choses qu'on occultait. Voilà, je viens un peu mettre les points sur les i. On va pas parler d'une reine martyre, ni de la cause de la déchéance de la France, parce que bah, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on va simplement parler donc de Marie-Antoinette, d'une reine qui a voulu bah, connaître un bonheur bourgeois. Voilà. Alors encore une fois, ça ne sera pas une biographie, c'est-à-dire je ne vais pas partir de la naissance à sa mort, je ne vais pas vous raconter toute sa vie, tous les événements et tout qui se sont passés le long de son existence. Je vais vous parler de ses différentes facettes, en partant surtout de ce que vous pensez connaître de ce personnage, pour vous dire si oui ou non, effectivement, elle était comme ça, ou si bah non, en fait, c'est plus nuancé que ça. De toute façon, si vous souhaitez aller plus loin, tout au long de la vidéo et en barre d'infos et même à la fin de la vidéo, je vous mets toujours une biographie où vous pourrez aller plus loin sur un sujet précis, où je vous mettrai plusieurs biographies de Marie-Antoinette. Comme ça, voilà, si vous avez comme projet de vraiment en apprendre plus sur sa vie globale, eh bien vous saurez vers quels ouvrages vous orienter. Alors d'abord, comment m'est venue cette passion pour Marie-Antoinette? Parce qu'il faut savoir qu'à la base, je ne m'intéressais pas tant que ça à l'histoire. J'aimais bien la matière en cours, mais j'avais pas forcément d'intérêt pour la Révolution française et je ne lisais pas d'histoire. En fait, ça s'est passé en première, je crois, ou en seconde, je ne sais plus. Avec ma grand-mère, je suis allée à la bibliothèque de ma ville. À l'époque, je ne lisais que des mangas, donc je me dirige au rayon manga et je trouve un manga qui a un style de dessin assez particulier, inhabituel. Et donc, bon, je l'ai emprunté juste pour ça, parce que je me disais, bon, bah, ça a l'air d'être un style de dessin assez
assez sympa et original. Donc il s'agit de ce manga Innocent Rouge. Alors bon, là vous voyez pas parce que c'est en inversé, mais donc Innocent Rouge, c'est une série de 13 mangas qui est complété par Innocent en 10 tomes. En fait, c'est l'histoire de la chute de l'Ancien Régime et donc de la Révolution française. Donc forcément, ça va mettre en scène les personnages de la famille royale, mais aussi la famille Sanson, qui est une famille d'exécuteurs de Paris, je crois. Enfin, pas seulement Paris, mais bref, voilà. C'est un manga extrêmement intéressant, pas seulement du point de vue graphique, mais même du point de vue de l'histoire, des personnages, etc. Enfin, c'est vraiment très très travaillé. Et voilà, si en plus vous aimez Marie-Antoinette, la Révolution française, le 18e, l'histoire, bah, c'est vraiment parfait parce que vous avez énormément de détails que vous pourrez d'autant plus apprécier en fait si vous aimez l'histoire. Voilà. Voilà. Encore une fois, ça montre que la fiction historique ou la vulgarisation a aussi du bon, puisque bah, en fait, c'est par exemple grâce à ce manga que j'ai découvert que je me suis intéressée à Marie-Antoinette, à Versailles au XVIIIe siècle, et maintenant, l'année prochaine, je commence une licence guide conférencier pour devenir guide donc, dans des lieux d'histoire, et que donc je me suis découvert vraiment cette passion pour l'histoire, le patrimoine, voilà. Bref, j'ai découvert donc ce personnage de Marie-Antoinette à travers ce manga, et c'était surtout son côté mode qui m'a intéressée en fait comme beaucoup, et très souvent c'est l'image première qu'on a de Marie-Antoinette qui est une femme qui aimait la mode et qui représente la mode de son temps. Alors, dans un premier temps, on pourrait penser que c'est assez futile en fait de traiter de quelque chose aussi inutile, du moins non nécessaire, que la mode. En fait, voilà, il faut faire attention puisque la mode actuelle, l'apparence qu'on a par la mode actuellement, c'est pas du tout la même chose que ce que la mode pouvait représenter avant. Parce qu'avant, on était vraiment, donc jusqu'au XVIIIe siècle, enfin fin XVIIIe, dans une société d'ordre, et donc les personnes étaient vraiment classées en différentes catégories. Voilà. Et à partir du moment où vous apparteniez à une catégorie, vous ne pouviez pas sortir de cette catégorie. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas avoir l'air inférieur ou supérieur. Sauf que, bon, fondamentalement, on est tous pareils, on est constitués de la même façon. Et donc, une des façons de se distinguer, ça a été par le vêtement, par la mode. Typiquement, si vous portiez des collants très très serrés, avec des bas ajustés, des souliers très fins, en satin, etc., bon, bah, on se doutait que vous n'alliez pas travailler toute la journée dans la terre. Voilà. En fait, l'apparence, la mode, c'était un moyen d'asseoir son statut et de montrer en fait à quel rang on appartenait. Marie-Antoinette n'était donc pas seulement noble, mais elle était aussi reine. Et par la mode, en fait, elle s'est éloignée de ce qu'on attendait d'elle, et quand je vous ai dit plutôt qu'il ne fallait pas avoir l'air inférieur ou supérieur à son rang, en fait c'est ce que Marie-Antoinette a fait. Bon, il faut quand même faire, même si c'est pas forcément le plus passionnant, un petit point biographique. Mais donc, on va commencer avec cette petite présentation de Marie-Antoinette et donc de ses débuts à Versailles. Marie-Antoinette est à la base archiduchesse d'Autriche, donc elle est née le 2 novembre 1755 à Vienne, et elle est la fille de Marie-Thérèse d'Autriche et de François Ier, donc qui est empereur du Saint-Empire. Voilà, en gros, retenez qu'elle vient de la famille impériale des Habsbourg, qui régnait donc en Autriche, et à la base, rien ne l'a prédestinée à devenir reine de France, puisque déjà pendant très très longtemps, l'Autriche et la France ont été des très très grands ennemis, comme la France et l'Angleterre, et justement, il y a un renversement des alliances à la fin de la guerre de 7 ans, et en gros, la France et l'Autriche décident de s'allier contre la Prusse et la Grande-Bretagne. Voilà, en général, avoir des ennemis en commun, ça rapproche. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails politiques de ces guerres, parce que c'est pas vraiment le sujet, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais voilà, comme très souvent, les alliances politiques entre deux pays sont scellées par un mariage royal. Mais encore une fois, Marie-Antoinette n'était pas prédestinée à cette union, puisque elle est l'avant-dernière enfant donc, du couple royal, mais je crois qu'ils ont eu 15 enfants ou quelque chose comme ça, donc un très très grand nombre, et elle avait des grandes sœurs avant elle qui étaient plus jolies, qui avaient été un peu élevées dans cette optique d'un très bon mariage, ce qui était moins le cas pour Marie-Antoinette. Mais suite à un jeu de circonstances, voilà, elle avait eu des sœurs malades ou qui sont décédées, ces sœurs ont été dans l'impossibilité de faire ce mariage royal, et donc c'est finalement Marie-Antoinette qui a été choisie
Mais donc elle n'avait pas reçu de... Alors pas de formation, mais elle n'avait pas été éduquée dans l'optique d'en faire une reine. Et Marie-Antoinette, elle n'était pas tellement intellectuelle dans le sens où c'est pas ce qui l'intéressait. Elle, ce qui lui plaisait vraiment, ça allait être tout ce qui allait être la musique, le théâtre, la danse, donc tout ce qui allait être artistique. Et en plus, c'était une pratique qui était vraiment encouragée par sa mère. En fait, très souvent, avec ses frères et sœurs, ils faisaient des ballets, des comédies, enfin voilà, ils jouaient. Et voilà, elle était beaucoup moins intéressée par tout ce qui était l'apprentissage des langues ou de l'histoire, par exemple. Enfin bon, il n'en reste que finalement, elle finit par épouser donc celui qui à l'époque est dauphin, Louis-Auguste en 1770. Alors elle a seulement 14 ans et donc elle part à Versailles. Bon, déjà, son arrivée est un peu difficile parce que bon, déjà elle quitte quand même son pays, sa famille, tout. C'est-à-dire qu'arrivée à la frontière, elle doit laisser même ses habits, en fait même son chiot, elle doit laisser tout ça à la frontière et symboliquement revêtir donc un habit à la française pour adopter les coutumes de son pays d'adoption justement. Donc déjà assez compliqué, mais gardez en tête que, je vous ai dit un peu plus tôt que pendant très très longtemps, l'Autriche c'était la grande ennemie de la France. Donc c'est comme si, je sais pas, Napoléon avait épousé une Anglaise. Voilà, vous imaginez que c'est un peu tendu, elle n'est pas forcément hyper bien reçue. D'ailleurs ce surnom de l'Autrichienne, c'est un surnom qui va lui rester jusqu'à la fin et à partir de la Révolution, etc., on va très souvent l'appeler à nouveau comme ça, c'est-à-dire l'Autrichienne, qui est donc bien une formule de rejet, c'est-à-dire celle qui n'appartient pas à notre pays, dont on ne veut pas. En plus de cela, la cour versaillaise est beaucoup plus stricte qu'à Vienne, où elle avait quand même plus de liberté. En plus, comme je vous l'ai dit, elle était vraiment l'avant-dernière enfant de la fratrie, donc forcément, elle avait encore plus de liberté, donc c'est déjà un peu compliqué. Et en plus de ça, elle a très très peu d'intérêts communs avec son mari, c'est-à-dire que lui, il aime plutôt la chasse, la serrurerie, la science, etc. Bon, elle, c'est pas du tout ce qui lui plaît. Comme je vous l'ai dit, elle est vraiment plus dans tout ce qui est artistique. Son mari n'aime pas danser, voilà, il n'aime pas sortir, il n'est pas mondain. Et donc la plupart du temps, elle est laissée seule dans une cour voilà, qui lui est assez hostile. En fait, même ses tantes sont vraiment hypocrites avec elle. Et l'un des moyens qu'elle va trouver pour s'amuser, pour passer le temps et un peu se libérer de tous ces carcans donc de la cour, c'est la mode. Et donc il y a un événement assez important qui va être la rencontre avec Rose Bertin, une modiste parisienne, qui va être lui présentée par une dame de cour, je ne sais plus exactement qui c'est. Mais bref, ça va être un véritable coup de cœur pour Marie-Antoinette qui va aimer son originalité, tout ce qu'elle propose. Puisqu'en fait, l'art de Rose Bertin, ce n'est pas seulement de proposer des robes à la française. En fait, une modiste, ce n'est pas elle qui va directement confectionner la tenue, mais c'est agrémenter toute cette tenue. Donc c'est du domaine de l'ornement, je pense. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas forcément utile. Mais Marie-Antoinette, finalement, c'est pas ce qu'elle recherche. Ce qu'elle recherche, c'est plutôt de l'amusement, de la nouveauté, de la distraction. En fait, l'œuvre de Rose Bertin, c'est vraiment de proposer une modernité, beaucoup de nouveautés tout le temps. Par exemple, vous avez en fait des coiffures qui vont illustrer l'actualité, alors politique, etc. Donc de l'époque, par exemple, vous avez des coiffures qui vont faire écho à une bataille, enfin une victoire navale sur les Anglais, ou des coiffures à l'inoculation, je crois qu'on dit ça comme ça. Bref, en gros, une sorte de vaccin lorsque la famille aura fait cette inoculation, ou encore lorsque ils vont chercher à populariser la pomme de terre qui devient vraiment un aliment qui rentre doucement mais sûrement dans la cuisine. Seulement à partir du 18e, en fait, vous allez avoir une petite coiffure comme ça avec une petite fleur de pomme de terre sur la tête de Marie-Antoinette. Voilà. Et donc voilà, en fait, c'est très vite périssable, un peu comme nos trends TikTok en ce moment, enfin je veux dire maintenant. Voilà, vous avez quelque chose qui peut être très très à la mode et qui va être joué partout pendant l'espace d'une semaine, mais finalement dans 2 mois, ça sera assez ringard, voilà. Et ça pour le coup c'est quelque chose d'assez nouveau, puisqu'avant la mode était vraiment, comment dire, enfin assez figée, voilà. Sauf que n'oubliez pas que Marie-Antoinette est une reine, donc une reine devait représenter le pouvoir royal. Mais une reine est aussi donc la première personne, la première femme même du royaume. Et donc tout le monde imitait Marie-Antoinette, ce qui a entraîné une très très grande consommation du point de vue de la mode, qu'on a critiqué au début, mais à partir du moment où elle a porté des habits plus simples, avec moins de tissus, par exemple de lion, etc.,
Bah, on s'en est plaint aussi en disant que oui, mais donc du coup, vous ne soutenez plus l'artisanat, etc. Donc bon, au bout d'un moment, il faut se décider. Mais bref, cette passion de la mode qui peut paraître très innocente, a en fait participé à cette dé... attendez, désacralisation. Voilà. Alors, qu'est-ce que le rôle de la reine? Le rôle de la reine, c'est un devoir de représentation. Voilà. Elle doit être la reine, être au-dessus de ses sujets et être la compagne du roi. Donc, c'est un peu son pendant. Donc, vous imaginez bien, puisqu'elle représente à la fois le roi, le pouvoir, mais aussi le royaume, elle se doit de s'inscrire dans une tradition qu'elle va suivre. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que Marie-Antoinette s'éloigne de cette tradition, puisqu'elle ne va pas rester dans les habits à la française très lourds et très simples, en fait assez austères, qu'on pouvait connaître sous Marie Leginska par exemple. Mais au contraire, elle va prôner la nouveauté, la modernité, parfois même avec des robes qui ne sont pas des robes à la française, c'est-à-dire pas avec d'aussi gros paniers, etc. En fait, si vous voulez, à l'époque, vous aviez, bon, évidemment des corsets. Je vais essayer de vous montrer ça, mais en fait, la robe, vous aviez des gros paniers comme ça, on va dire, des genres de petites cages comme ça en bois qui étaient faites pour, vous savez, donner cette silhouette très grande, je sais pas comment dire ça, très large aux robes, ce qui fait qu'en fait c'était quand même très lourd, assez peu pratique, et donc en soi on peut comprendre qu'elle ait bien aimé d'autres alternatives. Voilà. Alors par exemple ici vous avez des robes donc à la française, vous voyez, avec des fois vous avez encore des cas où c'est, on le voit encore mieux, mais vous voyez quand même ici vous avez en gros les paniers mis comme ça. Attendez, hop, je vais vous en montrer. Vous avez aussi certains modèles ici, voilà. Et ici, par exemple, vous avez des robes anglaises. Vous voyez, c'est quand même beaucoup moins large. Alors peut-être qu'ici, on le voit moins, mais bah, je vous assure que c'est beaucoup moins large. En fait, quand vous regardez des films, par exemple, on le voit bien. Et ici, je trouve qu'on le voit encore mieux. C'est quand même beaucoup moins large. Ça prend moins d'espace. Et sinon, vous avez aussi des petites polonaises. Voilà. Niveau coiffure, on s'éloigne aussi des petits chignons qu'on pouvait avoir sous, par exemple, la marquise de Montespan, avec des coiffures beaucoup plus hautes, en fait, très souvent avec des rajouts, en fait, des perruques. Voilà, par exemple, ça c'est un de mes portraits préférés de Marie-Antoinette. Vous voyez, c'est une coiffure très très haute. On a d'ailleurs fait pas mal de caricatures, mais vous voyez, vous avez aussi pas mal de fantaisies et voilà, de choses amusantes qui sont faites niveau coiffure. Mais donc voilà, c'est une mode tout à fait nouvelle qui se veut non seulement plus confortable, mais plus originale, plus fun. Et c'était une véritable révolution donc du point de vue de la mode qui est promue par Marie-Antoinette. Donc vous imaginez bien que la publicité pour Rose Bertin était vraiment pas mal. Mais voilà, c'est justement un problème puisque déjà Marie-Antoinette s'éloigne de la tradition qu'elle est censée supporter, perpétuer. Mais en plus de ça, c'est une reine qui est désacralisée puisque Rose Bertin, pardon, tient boutique à Paris. C'est-à-dire que alors évidemment, tout le monde ne peut pas se le permettre, mais les nobles ou certaines bourgeoises pouvaient se rendre donc au magasin de Rose Bertin ou la recevoir et s'habiller comme la reine, avec le même luxe. Sauf que rappelez-vous, je vous ai dit au début que l'apparence était un moyen de se distinguer. Sauf que si la reine et la première des marquises ou même des bourgeoises est habillée de la même façon, ça peut être assez compliqué puisque comment est-ce qu'on montre la supériorité de la reine? D'ailleurs, ça explique en partie la méprise et la duperie, est-ce qu'on dit comme ça, qui a été rendue possible lors de l'affaire du collier. Vous avez le cardinal de Rohan qui, alors c'était la nuit, donc il faisait assez sombre, mais qui donc a pu confondre une prostituée très bien habillée avec Marie-Antoinette, dont il pensait avoir eu un rendez-vous secret. Ça montre bien que Marie-Antoinette finalement était vraiment identifiée à cet étalage de luxe en fait dans ses toilettes et qu'elle était vraiment résumée à ça. Ou du moins qu'on l'identifiait et qu'on la reconnaissait par la mode. Mais le problème c'est que si tout le monde peut s'habiller de la même façon, comment la reconnaître? Voilà. Ou du moins il est possible de se méprendre et donc de prendre quelqu'un d'autre pour la reine, ce qui ne pouvait pas arriver avant. D'ailleurs, les photos là que je vous ai montrées des robes à la française, à l'anglaise et tout, viennent d'un très bon livre qui est Marie-Antoinette, reine de la mode et du goût. Voilà, aux éditions Paris Gramme. Mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo et même en description, je vous mettrai tous les livres qui ont soit été mentionnés dans la vidéo ou qui ont servi à préparer la vidéo ou qui peuvent
être lu en complément pour aller plus loin. Cette désacralisation de la reine va être vraiment perçue comme telle lorsque Marie-Antoinette se fera peindre et fera exposer donc son portrait par Vigier Lebrun, qui est alors qui s'intitule, je crois, Marie-Antoinette à la chemise ou quelque chose comme ça. Donc qui est ce petit portrait, alors que vous avez peut-être déjà vu passer quand même parce qu'il est assez connu, où donc vous avez Marie-Antoinette en robe de mousseline, voilà, qui est très légère, qui se porte sans corset mais avec un... Alors on ne le voit pas, attendez. Voilà, ici on verra mieux, qui est porté, vous voyez, avec un petit ruban noué autour de la taille, avec un simple chapeau de paille, bon quand même une petite plume, mais vous voyez, avec quand même beaucoup moins de fard, des cheveux plutôt lâchés, voilà, quelque chose de très naturel. Et donc ça a été exposé alors au salon en 85, et ça fait scandale puisque on disait que bah, c'était une tenue qui n'était pas appropriée pour une reine. En fait, c'était un peu comme si elle était en déshabillée, c'est-à-dire en tenue de nuit bah, devant tout le monde, quoi. Enfin, ça a été perçu comme tel. Hein. Moi, évidemment, c'est pas ce que je pense, mais voilà. Et donc, on a trouvé ça vraiment inconvenant. On a parlé de voilà, la France déshabillée. Alors que voilà, 2-3 ans auparavant, on se plaignait du fait qu'elle achète des tenues trop coûteuses. Bon, et donc, il a fallu remplacer le portrait par celui que vous connaissez très certainement, en fait, quand on vous parle de Marie-Antoinette, qui est donc le portrait à la rose, qui reprend en fait exactement la même pose, vous voyez, on reprend la position et tout, mais juste avec cette fois une belle tenue à la française, bien fardée, poudrée, etc., bien coiffée, quelque chose de décent et voilà, de bien français, bien cérémonial, qui respecte l'étiquette. Et en fait, ce portrait, je le trouve aussi très très intéressant et absolument magnifique, puisque pour moi, il résume vraiment la volonté qui était celle de Marie-Antoinette. Donc ce besoin, c'est un besoin de liberté qui est d'abord passé par la mode, mais qui va finalement exploser dans encore plus de domaines, on va le voir juste après. Mais donc voilà, si effectivement dans un premier temps la mode a suffi à combler cet ennui, cette solitude de Marie-Antoinette, elle s'est aussi découvert une passion pour l'architecture et la décoration. Alors, dans un premier temps, elle va s'amuser à rénover ses appartements à Versailles, à Fontainebleau. Puis, en 1774, elle va se voir offrir le Petit Trianon, qui est un domaine annexe, si on peut dire ça comme ça, du château de Versailles, qui donc lui est offert par Louis XVI, et elle devient vraiment propriétaire de ce lieu. Donc c'est une première, puisque c'est vraiment un domaine qui lui appartient et qui est géré par le domaine de la reine, en fait. Et tout va non plus se faire par l'ordre du roi, mais de par l'ordre de la reine. Et à l'époque, c'est assez scandaleux. Alors Marie-Antoinette, elle est enchantée, c'est-à-dire que, par exemple, pour avoir accès à ce domaine, vous devez recevoir un jeton de la part de la reine qui a l'effigie de la reine, et c'est seulement en présentant ce jeton que vous pouvez rentrer dans le domaine. Et donc, ça lui permet d'offrir l'accès au Petit Trianon à seulement un petit groupe d'amis choisis, et d'avoir accès à une intimité beaucoup plus grande que ce que lui permet Versailles, parce qu'en fait, même si vous avez les petits appartements, les appartements privés, etc., vous avez quand même énormément de monde, vous êtes toujours sous les regards des courtisans, etc. Et c'est quelque chose qui a toujours posé quand même énormément de difficultés à Marie-Antoinette, puisque comme je vous l'ai dit, l'étiquette versaillaise est très très lourde, et ça a changé absolument en fait de ce que Marie-Antoinette avait pu connaître à Vienne. Voilà, en fait, vous n'aviez pas beaucoup d'intimité. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui avait été instauré par Louis XIV. Voilà, mais je vais pas en parler parce que sinon, on peut... Enfin, la vidéo va durer 6 heures sinon. Bref, tout ça pour dire que la reine de plus en plus se retire au Petit Trianon. Elle y reçoit sa petite bande, comme on l'appelle, qui est composée en gros d'amis choisis, non pas par leur rang, par la tradition, par l'importance de leur famille, mais vraiment par affinité, c'est-à-dire que Marie-Antoinette a choisi comme ami des gens qu'elle appréciait sincèrement, qui l'amusaient et qui étaient assez frivoles en général. Voilà, vous avez notamment la duchesse de Polignac qui a beaucoup fait parler, le baron de Besenval, le prince de Ligne, je crois qu'on prononce comme ça, et la princesse de Lamballe. Des amis qui sont d'ailleurs extrêmement gâtés par Marie-Antoinette, qui était très généreuse avec ses amis, ce qui d'ailleurs faisait aussi énormément parler, hein, puisque du coup on disait qu'elle dépensait énormément pour eux, et beaucoup de gens disaient aussi que ses amis l'utilisaient aussi, quoi, et qu'ils étaient aussi amis par intérêt, quoi. À la fois c'est un peu horrible parce que quand je filme ce genre de vidéo, parfois je me rends compte que j'ai des tics de langage, c'est-à-dire que j'essaie de vous parler de quelque chose en mode professionnel et tout, et finalement ça se voit que je ne suis pas professionnelle, mais bon, pardonnez-moi.
Toujours est-il qu'en, privilégiant, une petite bande, d'amis choisis et le petit Trianon auquel, enfin, elle se rend aussi souvent que possible, elle délaisse forcément, la cour et Versailles. Or, comme je vous l'ai dit, la reine a un devoir de représentation. En plus, comme je vous l'ai dit, Louis XVI n'est pas trop mondain, donc c'est pas lui qui va vraiment, heu, donner un ton à la cour. Il commence donc à y avoir quand même pas mal de rumeurs sur la reine, qui vont en plus être encouragées, par le fait qu'elle a fait installer un cabinet des glaces mouvantes. En gros, c'est un petit cabinet et vous avez au niveau des fenêtres, des glaces en fait qui pouvaient remonter et donc couvrir de l'extérieur les fenêtres et vous ne pouviez pas voir en fait ce qui se passait et donc les gens se disaient: «Mais pourquoi est-ce que la reine, veut, se dérober, au regard comme ça? Qu'est-ce qu'elle a à cacher?» En fait, pour moi, la détestation si importante de Marie-Antoinette est liée à 3 facteurs. D'abord, un pouvoir royal faiblissant, en fait, depuis Louis XIV avec un système aussi, dur à tenir. Forcément, il n'a fait, que tomber, en ruine, si on peut dire ça comme ça, avec donc une autorité royale, qui s'affaiblit, puisque vous avez des attentes très, très hautes qui sont placées, enfin bon, voilà. Ensuite, une absence d'une autre figure, féminine détestée dans le cercle royal. Parce que contrairement aux autres rois, Louis XVI n'a eu aucune maîtresse, en fait, il était vraiment pas intéressé et ça pour le coup, on le sait, enfin je veux dire, il n'y a pas eu, d'autres femmes, par qui il était intéressé et cetera. Normalement, on se dirait, c'est très cool, amour, sincère, mais non, puisque, la plupart du temps, les maîtresses royales servaient, d'écran à la haine, alors non seulement de la cour, mais aussi du peuple. Voilà, on allait blâmer les mauvaises, décisions, politiques sur, justement, la maîtresse qui aurait, placé ses créatures, comme ils appelaient ça. Voilà, on allait dire justement que c'est, les maîtresses du roi qui étaient trop gâtées, qui dépensaient, tout l'argent. Mais là, en fait, il y a pas de maîtresse, donc l'argent, il est dépensé forcément par la reine et c'est la reine qui a toujours une influence sur le roi et qui place, des mauvais ministres et cetera. Et enfin, dernière raison, c'est tout simplement l'éloignement, de la cour par cette volonté de bonheur individuel et terrestre, de Marie-Antoinette. C'est-à-dire qu'en essayant, d'être heureuse, en tant qu'individu, c'est-à-dire pas en tant que reine, en tant que représentante du royaume, mais en tant qu'elle, Marie-Antoinette, donc en préférant, retrouver des amis qu'elle a choisis, au petit Trianon, en préférant, sortir, s'amuser à des bals, masqués dans Paris, plutôt que, faire des longues soirées d'appartements et cetera à Versailles. Eh bien la reine forcément s'est éloignée de la cour et donc elle a perdu de potentiel soutien, qu'elle aurait pu, retrouver, au moment de la Révolution. En fait, on pourrait résumer ça comme Marie-Antoinette, qui a voulu vivre en bourgeoise, et d'un bonheur bourgeois, c'est-à-dire un bonheur, terrestre et tranquille, familial. Ce qui est en fait typique, hein, de l'époque. C'est-à-dire qu'au XVIIIe, l'influence de la religion baisse et donc on se dit: «Mais en fait, oui, j'ai aussi le droit d'être heureux, sur terre maintenant». Le problème c'est que, Marie-Antoinette n'est pas seulement un individu, c'est aussi une reine et elle représente un royaume et elle a des devoirs. Il est à présent question de s'interroger sur, Marie-Antoinette en politique, si oui ou non elle a pesé, du coup sous le règne de Louis XVI. En fait, on lui prête souvent une influence plus importante en politique que ce qu'elle n'avait elle-même l'avoue. C'est que les gens, pensent qu'elle a plus, de poids en politique en fait ce qu'elle n'en a. Les gens pensaient aussi, qu'elle travaillait, pour l'Autriche puisqu'elle correspondait toujours avec sa mère et il y avait aussi, l'ambassadeur qui était là, Mercy, donc qui était toujours, autour et donc on pensait qu'elle allait essayer de faire, pencher le gouvernement de Louis XVI, pour l'Autriche, en gros œuvrer plus pour le profit de l'Autriche que pour la France. On trouvait ça assez, suspicieux, le fait qu'elle ait autant, gardé de contact avec, sa famille, mais en réalité, en fait, elle n'avait pas du tout de crédit auprès de Louis XVI. Ce dernier voulait absolument, tenir sa femme éloignée, des affaires, politiques du coup, du royaume. C'est pour ça que ça l'arrangeait bien, hein, finalement, qu'elle s'occupe de ses affaires, de chiffon, puisque au moins pendant ce temps-là, elle n'essayait pas, d'influencer la politique. Voilà, en fait, Marie-Antoinette était tiraillée entre les demandes assez pressantes de sa mère et de Mercy, mais bon, si elle suggérait un nom à son mari, bon, il allait pas tellement l'écouter et en plus de ça, elle se rendait bien compte que parfois, certains, candidats, préférés pour tel poste, par sa mère, en fait, bon, du point de vue de la France, c'était pas forcément avantageux et donc elle se disait:
Est-ce que je peux vraiment proposer ce candidat? Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc globalement, elle n'avait pas du tout d'influence politique, elle n'était pas écoutée et elle ne s'en souciait pas non plus. Vers la fin, effectivement, elle a peut-être eu un peu plus de poids quand il s'agissait de rappeler tel ou tel candidat, Necker par exemple, mais globalement, elle n'a pas joué grand rôle en politique. Ensuite, ce qu'on reproche grandement à Marie-Antoinette avec le qui mange de la brioche, c'est finalement de ne pas se soucier du peuple, ce qui est faux hein, globalement, surtout dans les premières années. Très souvent, elle faisait des dons ou des actions pour le peuple. D'ailleurs, pour leur mariage, il y a eu un problème avec les feux d'artifice qui fait qu'il y a eu un incendie. C'était assez horrible, il y a eu plein de gens piétinés, etc. Et donc, c'était assez horrible hein, pour elle et pour Louis XVI. Et je crois qu'ils avaient tous les deux envoyé en fait leur cassette, donc en gros leur argent, pour aider les victimes en fait de tout ça. On peut quand même noter qu'il est vrai qu'elle semble avoir été quand même moins occupée par les devoirs de charité ou tout ce qui va être vraiment du point de vue de la piété comparé aux autres reines, puisque elle se concentrait aussi sur sa vie privée. Elle s'accordait vraiment une existence propre, ce que faisaient déjà un peu moins les reines. D'ailleurs, en fait, c'est assez parlant, mais très certainement que vous avez assez peu entendu parler de Marie Leginska, la femme de Louis XV, ou de Marie-Thérèse d'Autriche, la femme de Louis XIV. Même dans les livres, les biographies qui sont dédiées à ces deux rois, en fait, on n'entend jamais parler de la reine. Alors, un peu plus pour Louis XV, vu qu'il lui a fait quand même beaucoup d'enfants, mais par exemple, pour la femme de Louis XIV, si ce n'est qu'apparemment elle parlait très mal français, je ne saurais rien vous dire. Cela veut dire que pour autant Marie-Antoinette faisait moins de cas du peuple que les reines précédentes. Pas forcément, puisque finalement les autres reines n'ont pas eu plus d'impact sur le peuple. C'est-à-dire, je crois que Marie Leginska avait fondé plusieurs abbayes, etc. Mais sur le peuple en tant que tel, il n'y a pas eu d'impact. C'est-à-dire, les Français, globalement, enfin les Français, les habitants du royaume de France étaient tout aussi pauvres et au bout du rouleau sous Louis XIV, il n'y a pas eu de souci. Et en fait, globalement, les reines de France, excepté les reines du Moyen-Âge et Catherine de Médicis, un peu quand même aussi Anne d'Autriche, donc la mère de Louis XIV, avec la régence et le couple politique qu'elle formait avec Mazarin. À part ça, les reines françaises n'ont généralement aucune place en politique et ne peuvent rien faire. C'est pas ce qu'on attend d'elles et on leur donne pas les moyens en fait de faire quoi que ce soit. En fait, même c'était souvent les maîtresses qui pouvaient avoir plus d'influence vraiment politique en plaçant des candidats qu'elles préféraient à des postes importants, ou bien par exemple la troisième vraie maîtresse de Louis XIV qui est devenue reine tout à la fin, donc qui est Madame de Maintenon, qui elle a vraiment eu une influence du point de vue de la religion, mais plutôt en mal. Les reines officielles, c'est-à-dire en tant que telles, n'avaient aucun pouvoir, aucune influence. Voilà. Donc est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Marie-Antoinette de ne pas avoir su soulager comme ça la misère du royaume? Ça me semble pas tellement intelligent ni justifié. Vous voyez, encore une fois, je ne dis pas que Marie-Antoinette était parfaite. C'est vrai qu'en tant que reine, elle n'a pas accompli ses devoirs, rien que ses devoirs de représentation, c'était pas accompli. Mais je vous apporte simplement le contexte. J'essaie de vous montrer que elle n'est pas forcément pire qu'une autre. Un peu dans le même genre de réflexion, alors on reprend toujours ce fameux livre. Vous avez soit tu choisis de traiter tous les hommes d'état de tortionnaires, soit tu acceptes l'idée que l'histoire en général baigne dans le sang et qu'il faut porter sur elle un regard réaliste sans montrer du doigt un tortionnaire parmi tous les autres. Vous voyez, c'est cette même idée chez Marie-Antoinette. Soit vous montrez du doigt toutes les reines ou tous les personnages historiques qui n'ont pas pu aider le peuple, mais vous ne pouvez pas juste choisir de montrer une personne en disant « Oh, telle personne n'a rien fait pour le peuple » alors que les autres n'ont pas forcément fait plus et que vous ne les accusez pas. Voilà. En plus du devoir de représentation de la reine, il y en est un qui est encore plus important, qui est celui de donner un héritier à la couronne, et un héritier mâle évidemment, en gros le futur roi. Et même ça, en fait, Marie-Antoinette a eu énormément de mal. Alors évidemment, c'était pas seulement de sa faute, mais Marie-Antoinette et Louis XVI ont mis 8 ans avant d'avoir leur premier enfant, qui en plus était une fille. Donc vous imaginez bien la grimace de toute la cour, RIP.
Vraiment. En fait, on pense maintenant que c'était Louis XVI qui était impuissant. En fait, il ne l'était pas. Parce que finalement, en tout, ils ont quand même eu 4 enfants, même s'il y en a la dernière qui est morte très rapidement. Mais bref, tout ça pour dire qu'on rejetait évidemment toujours la faute sur Marie-Antoinette. Voilà, très souvent en fait, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est toujours la faute de la femme. Mais bon, finalement, après quand même de nombreuses années, ils auront donc leur fille, mais aussi donc un dauphin, puis un autre fils, et encore une fois, une fille, mais comme je l'ai dit, qui est décédée très rapidement. Justement, s'il y a une facette dont on parle très très peu sur Marie-Antoinette, c'est bien son côté mère moderne. Pour moi, ça vient vraiment du fait qu'on perçoit très souvent les personnages historiques comme des personnalités publiques, et qu'on a cette image du passé et de l'histoire comme quelque chose de très froid, de figé, d'officiel. Mais il faut pas oublier que le passé et l'histoire sont faits, sont faits d'humains comme nous, c'est-à-dire qui ont leurs qualités, leurs défauts, leurs faiblesses, qui ont des sentiments, qui ont des rêves, qui ont des peurs, qui font des erreurs. Et donc cette dimension très quotidienne de l'histoire du passé est souvent oubliée. Je voudrais revenir sur le sentiment d'enfance et le concept de l'enfant en fait qui est très très moderne. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été perçu comme ça. Pendant très longtemps en fait, l'enfant n'était pas perçu de la même manière. Alors soit comme un divertissement, si on peut dire ça comme ça, ou soit comme un petit homme. C'était pas comme une catégorie à part dont il faut prendre soin, qu'il faut éduquer avec des besoins spéciaux, mais juste soit comme quelque chose d'un peu drôle, vous voyez, comme les animaux de foire, même si ça reste problématique, mais voilà, ou soit comme un petit homme, c'est-à-dire on n'allait pas le traiter de manière différente qu'un adulte. Alors pour ça, je ne pourrais pas vous donner d'autres recommandations que L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime de Philippe Ariès, alors qui est une lecture assez exigeante, mais pour le coup, vraiment je tiens tout ce que je vous dis de ce livre-là, et qui est vraiment intéressant. Pour en revenir à notre sujet donc, les liens parents-enfants n'ont pas toujours été ceux qu'ils sont actuellement. C'est-à-dire que dans les familles nobles et royales, l'enfant était pratiquement tout le temps en fait, séparé de ses parents jusqu'à sa sortie alors du couvent pour les filles, mais globalement en gros jusqu'à leur entrée dans le monde, c'est-à-dire dans la société quoi, à la cour. Ça se faisait au moment de l'adolescence à peu près. Et très souvent, pour les filles, ça se faisait justement par le mariage. Elles sortaient du couvent pour se marier, et à partir du moment où elles étaient fiancées et qu'elles se mariaient, après elles paraissaient dans le monde. Les enfants étaient donc confiés d'abord à des gouvernantes, puis à des gouverneurs pour les garçons, qui à partir de 7 ans, je crois, passaient chez les hommes, avec donc une éducation plus dure. Et très souvent, justement, les enfants construisaient des liens plus forts avec ces gouverneurs, ces gouvernantes qu'avec leurs propres parents, puisque ils les voyaient moins, et alors que leurs gouvernantes, etc., ils les voyaient tous les jours, et finalement, ils les connaissaient aussi beaucoup mieux. C'était absolument différent pour Marie-Antoinette, qui, très certainement, s'est inspirée de sa propre éducation, c'est-à-dire, elle était très proche de ses frères et sœurs, mais aussi de ses parents, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des moments de vie de famille. Et elle s'est vraiment impliquée personnellement dans l'éducation de ses enfants. Elle voulait assister à leurs progrès, à leurs leçons. D'ailleurs, elle en parle très souvent dans ses lettres. Et elle a même fait quelque chose qui était vraiment inhabituel pour une reine, en fait, à l'époque, qui est de faire déplacer les appartements des enfants royaux dans un premier temps près des siens, pour vraiment être proche d'eux. Avec donc vraiment cette volonté de proximité avec ses enfants, qui n'était vraiment pas la norme, et qui montrait aussi son amour réel pour ses enfants, qui n'était pas juste un devoir filial, vous voyez. Voilà, c'était pas seulement un amour pardon, de convenance respectueux, mais un amour réel et maternel. D'ailleurs, ce qui a aussi fait beaucoup parler, c'est la construction du hameau de la Reine, qui est à côté du Petit Trianon. D'ailleurs, si jamais vous visitez Versailles et que vous prenez aussi un billet pour le Petit Trianon, faites aussi le hameau, parce que du coup, tout est groupé. C'est donc un village type normand, vous voyez, avec un style assez rustique en apparence, très simple. Alors, l'intérieur, on sait que c'était très très riche, mais donc ça se veut, vous savez, très naturel, très campagnard, et justement, c'est construit tout autour d'une nature, alors d'une nature fausse dans le sens où c'est une cascade, une grotte qui ont été construites, mais il n'empêche qu'elle a voulu donner à ses enfants une éducation basée sur la nature, qui passe par la nature selon les écrits de Rousseau, et qu'elle voulait vraiment leur bien-être en fait. Elle se questionnait vraiment à ce sujet.
Là, par plusieurs lettres, on sait, que personnellement, elle, essayait d'inculquer en fait à ses enfants, des vertus, c'est-à-dire, par exemple de ne pas piquer de crise de colère, de ne pas mentir ou flatter pour avoir quelque chose. Alors que vous voyez, ça typiquement, c'était plutôt le rôle des gouvernants et des gouvernantes. Alors ils en avaient aussi évidemment, mais elles participaient aussi à cela et c'est très moderne pour l'époque. D'ailleurs, son amour pour ses enfants l'a beaucoup fait souffrir puisque leur premier fils, qui était donc dauphin, qu'elle appelait Cher-Cœur, était atteint d'une tuberculose osseuse qui le faisait énormément souffrir. En fait, il a eu plein de traitements assez horribles qui n'ont rien donné malheureusement et il est décédé, alors je crois, à l'ouverture des états généraux ou quelque chose comme ça. Donc déjà, une période politique pas du tout fun et en plus de ça, elle a perdu vraiment son enfant qu'elle aimait plus que tout et elle était plutôt détruite. Et évidemment, ça sera encore pire sous la Révolution, puisqu'elle s'est rattachée au moins à son dernier fils et à sa fille. Mais malheureusement, ils vont être amenés au temple et à un moment, elle va même être séparée finalement de son fils qui va lui être enlevé, qui va être confié à un révolutionnaire. Et elle va tellement être désespérée qu'on dit en fait qu'elle passait des heures à guetter comme ça à la fenêtre, à épier, en espérant voir passer son fils en promenade, même l'apercevoir un instant, et qu'elle attendait en fait des heures comme ça, juste pour le voir une petite seconde. Et en fait, à partir du moment où elle a perdu ses enfants, elle n'avait plus de raison de vivre. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est absolument résignée. On lui a proposé plusieurs fois de l'aider à s'évader de la prison. En fait, c'est enfin la prison du temple où ils ont été enfermés. On lui a proposé plusieurs fois d'essayer de s'échapper, mais en fait, ça ne servait plus à rien puisqu'à partir du moment, elle avait déjà perdu son mari, mais en plus de ça, elle avait plus d'enfants, donc il n'y avait plus de raison vraiment de vivre. D'ailleurs, lors de son procès, avant son exécution, donc en 93, la seule fois où elle va vraiment riposter et dénier de répondre, c'est quand on va l'accuser à tort évidemment d'inceste et elle va être absolument indignée. Et c'est d'ailleurs en fait pour ça que le procès aura été assez ridiculisé, puisque en ajoutant une couche aussi forte et évidemment fausse, ça a plutôt décrédibilisé toute la chose. D'ailleurs, bien avant ce procès, ces exécutions, il y a eu un moment où la famille royale a été donc enfermée ensemble au temple, c'est-à-dire qu'il y avait donc Louis XVI, Marie-Antoinette, leurs deux enfants et la sœur de Louis XVI, donc la tante des enfants. Et vraiment, à tour de rôle, ils donnaient tous des cours aux enfants, c'est-à-dire par exemple Marie-Antoinette faisait de la broderie et l'enseignement religieux avec du coup la tante des enfants. Et Louis XVI, lui, le matin, se chargeait plutôt des leçons de géographie, d'histoire, d'écriture, etc. Donc là, on voit bien directement comment les parents sont impliqués dans l'éducation de leurs enfants, alors là, qui est vraiment forcée, mais tout de même. Avec tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'il faut considérer Marie-Antoinette comme une reine martyre? On a montré qu'elle avait des qualités, qu'il y avait un contexte à prendre en compte, mais pour autant, il ne faut pas fermer les yeux sur ses défauts, sur ses erreurs ou sur certaines actions commises volontairement. Par exemple, Marie-Antoinette était radicalement contre-révolutionnaire. Dans les livres qui vont vous parler de Marie-Antoinette de manière positive, on va très souvent vous dire que Marie-Antoinette, si elle a vraiment été contre-révolutionnaire, a essayé de mater une contre-révolution, etc., c'était tout simplement parce qu'elle voulait fuir et parce qu'elle voulait protéger sa famille. Alors d'abord fuir parce que à partir du moment où vous avez le peuple qui essaye de ramener la famille royale à Paris, la famille royale n'est plus maître vraiment de son destin. Ils sont vraiment soumis à la volonté du peuple et donc vous avez un train de vie qui est évidemment réduit, vous avez une cour c'est la débâcle en fait. Enfin vraiment, vous avez la plupart de la noblesse qui s'enfuit parce que ils ont peur. Vous avez même les amis de Marie-Antoinette et les plus proches pour la plupart qui sont tous partis, dont la duchesse de Polignac, sa meilleure amie. Vous avez simplement la princesse de Lamballe qui va rester vraiment jusqu'à la fin et qui va même mourir en fait sous les pics révolutionnaires. Donc oui, effectivement, j'imagine que ça ne devait pas être très cool de partir de Versailles, du petit Trianon avec une société choisie, finalement quand même déconnectée de la réalité, pour les Tuileries. Donc déjà, on vous impose de partir comme ça de chez vous. Vous êtes tout le temps surveillé, vous avez une vie moins fastueuse. Bon, j'imagine le seum, mais après, voilà, je vais vous le dire, elle a quand même
collaboré, enfin elle a vraiment, enfin collaboré, elle a organisé vraiment une contre-révolution. C'est-à-dire que quand elle faisait semblant d'accepter bah, la Constitution, la Révolution, bah, derrière, elle essayait absolument de contacter donc ses frères et sœurs, parce que bah, vous avez beaucoup de frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, qui pour la plupart sont soit empereurs ou femmes d'empereurs ou de rois. Donc, elle va essayer de trouver du soutien à l'étranger, alors soit pour l'accueillir pour une fuite, mais aussi pour attaquer la France, c'est-à-dire elle va envoyer des informations sur l'organisation militaire et sur les plans, donc du point de vue militaire de la France, dans l'espoir que donc les troupes étrangères pardon, viennent envahir la France, et comme ça que le peuple se retourne vers son roi en disant oh, il nous faut de la protection, on a besoin d'aide, en fait sans vous on ne peut pas y arriver. Bon, plot twist, ce n'est pas ce qui est arrivé, à la place on a eu Napoléon, super. Je précise vraiment que je déteste Napoléon. Hein. Vous avez une Marie-Antoinette qui finalement déploie toute son énergie politique à ce moment de révolution où elle se voit reprendre le pouvoir qu'elle pense lui être dû, puisque je vous rappelle qu'elle est née dans la famille des Habsbourg, elle a marié le dauphin puis roi de France, et donc pour elle, il n'est pas possible qu'on lui reprenne ce pouvoir qui revient à son mari, mais qui reviendra plus tard, enfin qui devait revenir à son fils. Vous voyez, en fait, là, elle n'essayait pas seulement de s'enfuir, puisque, alors oui, il y a eu la fuite de Varennes qui a floppé, mais ensuite, elle a quand même continué. C'est-à-dire que si elle voulait seulement fuir, elle aurait pu juste demander, bon bah voilà, j'ai déjà envoyé mes bijoux, etc. Juste venez nous chercher, et puis on s'enfuit dans un autre pays, et voilà. Mais non, pas du tout. En fait, ce qu'elle voulait, c'était que le peuple se retourne vers le roi et récupérer vraiment le pouvoir. C'était pas un pouvoir qu'elle souhaitait pour elle personnellement, c'était plutôt pour son mari et pour son fils, mais ça reste quand même une contre-révolutionnaire. Et pour moi, il est faux de dire non, mais voilà, si Marie-Antoinette a envoyé les plans militaires, finalement, c'était vraiment parce que c'était trop dur de vivre aux Tuileries, de vivre surveillée. Et non, non, c'est juste qu'elle voulait aussi reprendre le pouvoir. D'ailleurs, Marie-Antoinette ne ménage vraiment pas ses peines pendant la Révolution, puisque elle va communiquer avec Fersen. Alors, amant au moins de cœur, on ne sait pas s'il y a eu plus. Bon, voilà, à la limite, on s'en fiche. Mais donc, elle va vraiment élaborer des techniques de code très très développées, parce qu'avec Fersen, par exemple, ils vont s'échanger des lettres cryptées, c'est-à-dire, on a découvert en gros qu'il prenait un livre dans une édition bien précise, et donc il s'envoyait des messages par rapport, je crois, au premier mot ou à tel mot de telle page, et donc il s'envoyait des messages codés qu'ils pouvaient déchiffrer en regardant leur édition. Donc vous voyez, il y a plein de gens aussi qui pensent que Marie-Antoinette était écervelée, qu'elle était très bête, etc. Mais en fait, pas du tout. Que vraiment, elle s'activait, elle recevait des députés en essayant, bon, en essayant un peu de les acheter, si on peut dire ça comme ça, ou du moins de les acquérir à leur cause, je ne sais pas comment on dit ça. Voilà, elle envoyait des lettres par-ci, par-là à ses frères, à l'étranger, elle appelait tout le monde à l'aide, elle faisait des messages cryptés, etc. Enfin, elle essayait vraiment de faire de son mieux. Alors toutefois, si Marie-Antoinette était clairement contre-révolutionnaire, je ne pense pas que ça signifie qu'elle méprisait le peuple. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune source qui montre vraiment un mépris énorme contre le peuple. Oui, effectivement, elle était déconnectée de la réalité, mais par exemple, on pense aussi que le hameau de la reine, etc., c'est une sorte de moquerie, c'est-à-dire de jouer à la bergère, mais sincèrement, je ne pense pas que c'était dans ce sens-là. Par exemple, si vous prenez l'art du XVIIIe siècle avec le rococo, etc., vous avez énormément de pastorales, que ce soit en peinture, en littérature. Le pastoral, c'est vraiment le genre qui cartonne. Avec les écrits de Rousseau, vous avez un énorme retour vers la nature qui ressort en architecture, et pas seulement sous l'ordre de Marie-Antoinette, c'est-à-dire à Chantilly et dans plein d'autres châteaux en Angleterre, etc. Cette mode des jardins à l'anglaise, des villages anglo-normands, vous en retrouvez partout. Alors, il est l'heure de faire le bilan de Marie-Antoinette. Je ne vais pas dire faire son procès, ça serait très très mal trouvé. Mais donc, du coup, pour moi, la seule chose qu'on pourrait vraiment reprocher véritablement à Marie-Antoinette, ça serait qu'elle était effectivement contre-révolutionnaire. Ensuite, est-ce que Marie-Antoinette était vraiment Madame Déficit, c'est-à-dire la cause de la ruine financière de la France? Pas du tout. En fait, quand on prend et qu'on compare les chiffres des dépenses des reines précédentes et des maîtresses précédentes,
Marie-Antoinette reste dans le même budget, c'est-à-dire on n'a pas plus dépensé pour Marie-Antoinette que pour les reines et maîtresses précédentes. Et encore plus si vous prenez la reine suivante, enfin plutôt l'impératrice, donc Marie-Joséphine, non, non, juste Joséphine, c'est-à-dire donc la première femme plutôt de Napoléon, en fait, elle a beaucoup plus dépensé en, je sais pas, 4 ans, ou quelque chose comme ça, que Marie-Antoinette dans tout son règne. Voilà. Voilà, c'est un peu hypocrite d'accuser Marie-Antoinette de ruine de la France, alors que on ne dit rien, par exemple, pour Joséphine de Beauharnais, alors que, pour le coup, c'était largement pire. Sachant que ce qui a vraiment ruiné la France sous Louis XVI, c'était son soutien à la guerre d'indépendance. Parce qu'on a voulu embêter les Anglais en aidant du coup l'Amérique à avoir son indépendance, sauf qu'au final, on s'est ruiné. Je crois que ça dépasse plus de 18% du budget de la couronne, ou même encore plus. Bref, ensuite, Marie-Antoinette n'a pas eu de rôle politique, donc non, c'est pas sa faute en fait si les gens ont vraiment été dans la misère ou si la politique de Louis XVI n'était pas idéale. La différence entre Marie-Antoinette et les reines précédentes, c'est qu'elle a voulu s'accorder une vie privée et qu'elle a voulu accéder à un bonheur bourgeois, terrestre, individuel, tout ce que vous voulez, mais qu'elle a donc négligé ses devoirs de cour. En fait, elle se défait de son rôle de reine en apparaissant comme une personne juste vraiment humaine et désacralisée. Voilà. Et ensuite, c'était effectivement quand même une icône de la mode, une mère moderne et une figure du goût du XVIIIe siècle. Voilà, elle a vraiment donné le ton, que ce soit dans les arts décoratifs, en architecture ou du côté de la mode, évidemment. Finalement, ce n'est ni un ange, ni un diable, ni la cause de la ruine de la France, ni un martyr, mais simplement une reine s'étant voulue bourgeoise et ayant juste voulu être heureuse, délaissant son royaume pour une vie privée, tout en essayant d'acquérir une certaine liberté. C'est tout pour moi, je suis désolée, cette vidéo était très certainement assez longue. J'espère au moins que c'était intéressant et que c'était quand même clair. Il me semblait que le cheminement était assez logique, même si j'ai pas pris une approche vraiment chronologique et que j'ai pas fait une biographie entière de Marie-Antoinette. C'était pas le but, je préférais plutôt partir des idées reçues, des préjugés, des clichés qu'on pouvait avoir sur cette personnalité historique pour vous montrer ce que c'était en fait que de vraiment étudier l'histoire et surtout revenir sur ce personnage, moi qui me passionne. Évidemment, vous retrouverez, comme je vous l'ai dit en description et à la fin de cette vidéo, la bibliographie avec les ouvrages que j'ai cités et des livres aussi pour aller plus loin sur tel ou tel sujet avec des biographies complètes aussi de Marie-Antoinette. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Et voilà, si jamais vous avez apprécié ce contenu, eh bien n'hésitez pas à me le dire, voilà. J'espère. En tout cas, c'est tout pour moi, et sur ce, je vous dis à bientôt.